Salut à tous et bienvenue dans l'émission Toss Show. Et aujourd'hui, je vais faire une émission en français sur un livre très particulier que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et je voulais faire cette vidéo en français parce que j'ai lu le livre en français pour commencer. Et cette vidéo est à propos du livre de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. La vérité sur l'affaire Harry Kéber est un roman quelque peu policier, quelque peu thriller, mais on va en parler un petit peu plus en détail après. Mais pour commencer, j'aimerais lire le résumé qu'il y a derrière le livre. Donc allons-y. À New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui. Son ami et l'ancien professeur d'université, Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements. L'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nola Kellergan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Et comment écrit-on un roman à succès? Sous ses airs de thriller à l'américaine, La vérité sur l'affaire Harry Kéber est une réflexion sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias. Ils ont ajouté ce petit mot par rapport à Joël Dicker. Donc, lisons-le. Joël Dicker est né à Genève en 1985. La vérité sur l'affaire Harry Kéber est son deuxième roman. Il y dépeint une Amérique qu'il connaît bien pour y avoir beaucoup voyagé et longuement séjourné. Donc ça, c'était le petit résumé qu'il y a à la fin du livre. Si on appelle ça un résumé, je sais même pas comment on appelle ça, une arrière-couverture, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas parlé en français, donc j'espère que la vidéo va pas trop être un problème. Mais mon but, c'est de faire un petit avis sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber. En général, je trouve que le livre était bien. J'ai été très enthousiasmé par ce livre. Il faut dire que chaque chapitre est toujours assez poignant. Il y a toujours quelque chose qui donne envie de continuer de lire. Et c'est ce que l'on veut d'un livre. Ou tout du moins, très probablement d'un thriller, comme La vérité sur l'affaire Harry Kéber est. Ceci dit, il est intéressant de noter qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans ce livre. Premièrement, l'histoire est à propos de Marcus Goldman. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Marcus Goldman, vous avez de temps en temps, dans certains chapitres, un moment complet par rapport à sa vie. Et ça, c'est assez important et je pense que c'est important de faire ça dans un livre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous lier au personnage, d'apprécier le personnage ou peut-être de le détester plus si vous voulez le détester plus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Marcus Goldman est expliqué d'une manière très spécifique. Il est considéré comme le formidable, la personne qui est capable de faire plein de choses incroyables, mais tout ça est bidon. Et tout d'un coup, il va comprendre que tout ça est bidon grâce à Harry Kéber, et c'est comme ça qu'il connaîtra réellement Harry Kéber, qui devient son ami, et qui sera l'histoire de ce livre. Et c'est là où je vais venir sur la seconde partie, qui est que le livre est aussi à propos de Harry Kéber. Harry Kéber est un personnage qui est un écrivain, et de temps en temps, le livre s'amuse à passer entre le présent et le passé, le présent et le passé, le présent et le passé plusieurs fois. Vous allez voir ça très rapidement dans les chapitres. C'est assez amusant d'ailleurs à noter que les chapitres sont dans l'ordre inverse. Alors, c'est pas nécessairement que le livre est à lire d'un ordre inversé, mais c'est pour montrer à quel point ce livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, est une sorte de second livre qui a été fait après le premier livre qui s'appelle L'affaire sur Harry Kéber.
je ne vais pas spoiler plus que ça, puisque c'est déjà un spoil peut-être, et j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le personnage de Marcus Goldman essaie de reprendre certaines informations qu'il a trouvées ci et là et les mixe dans ce livre. Donc le livre qu'on lit est presque le livre de Marcus Goldman et pas nécessairement le livre de Joël Dicker. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que Joël Dicker s'est quelque peu amusé à ajouter une certaine philosophie dans ce livre. Du genre, Harry Kéber est une personne qui est capable d'écrire et sait exactement quelles sont les règles d'écriture que vous devez suivre pour pouvoir réussir à faire un roman à succès. Très certainement, beaucoup de gens pourront voir ça d'une manière assez prétentieuse de la part de Joël Dicker. Et je sais bien qu'il en a pris conscience et que apparemment dans plusieurs esquisses, plusieurs versions de son livre, il a de temps en temps ajouté, retiré, tout ce genre de choses. Je crois que j'ai entendu tout ça dans une interview qu'il a fait sur On n'est pas couché. Et je trouve qu'il a eu raison de garder ça. Parce que ça permet de mettre en place que le personnage de Marcus Goldman suit certaines règles. Et étrangement, pour ceux qui vont lire le livre jusqu'à la fin, vous allez comprendre que il y a quelque chose d'autre. Je ne vais pas donner de détails ici, ou tout du moins pas avant de terminer cet avis. Mais il y a quelque chose de très important que vous allez apprendre proche de la fin du livre. Et ça va vous faire comprendre pourquoi ces règles ont été mises en place. Et ça rend ce livre très intéressant, à mon avis. Et la troisième chose, évidemment, dont il faut parler, c'est de Nola Kellergan. Et c'est la vraie histoire de ce livre. La vraie histoire de ce livre est à propos de la disparition de Nola Kellergan, qui a été retrouvée juste après que Marcus Goldman, n'ayant pas réussi à créer son deuxième livre à succès et ayant une deadline, et désolé, j'ai utilisé le mot anglais, qu'est-ce qu'ils ont écrit derrière? Oh, le délai est prêt d'expirer. Hein? Mais dans tous les cas, il a un problème parce qu'il n'arrive plus à écrire. Il a la peur de la page blanche. Quelque peu la peur de la page blanche. Il a complètement la page blanche, je suppose, dans ce cas. Mais dans tous les cas, il n'arrive pas à écrire. Et la meilleure façon pour lui de se concentrer est apparemment d'aller voir Harry Kéber. Donc il va aller à Aurora, qui est une ville dans le New Hampshire. Par ailleurs, petite parenthèse, j'habite aux États-Unis depuis près de 10 ans maintenant. Et quand j'ai entendu dire que beaucoup de gens disent New Hampshire en France, c'est très bizarre. Mais je sais que ici, la manière dont je l'entends, c'est New Hampshire. Et c'est pour ça que je dis New Hampshire dans cette vidéo. Mais vous savez, c'est ok de dire New Hampshire, qu'importe. Mais dans tous les cas, c'est New Hampshire, la façon dont je l'entends ici. Et j'ai demandé à des gens aux alentours pour voir si c'était comme ça qu'il fallait le dire. Et apparemment, c'est le cas. Donc peut-être vous allez apprendre quelque chose grâce à cette vidéo à vie. Alors je sais que cette vidéo à vie est un peu confuse parce que je pars de gauche à droite, je n'ai pas euh, de vraies notes que je regarde devant moi pour vous dire ok, je vais parler de A, B, C, D, E. Mais après tout, c'est le genre de choses que j'aime faire. J'aime parler de certaines choses de manière crue, d'une certaine manière. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Je vais probablement faire une autre vidéo qui est un peu plus... qui est un peu moins crue peut-être, mais qui sait. On verra bien. Et la troisième chose dont je voulais parler, comme j'ai dit, c'était Nola Kellergan. Et comme je disais, c'est la vraie partie de l'histoire, parce que c'est la partie qui est roman policier d'une certaine manière. Marcus Goldman va faire une enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est exactement passé avec Nola Kellergan, sachant que Harry Kéber est considéré coupable parce qu'ils ont trouvé les os de Nola Kellergan dans son jardin après plus de 20 ans, 30 ans. Je sais même plus combien de temps, puisque c'est en 2008. Ça se passe en 2008, juste avant l'élection de Barack Obama. Donc,
Nola Kellergan, les os sont retrouvés et à cause de ça, les gens pensent que c'est Harry Kéber qui est coupable. Ils pensaient déjà ça en 1975, mais ils n'ont rien fait pour une certaine raison que vous apprendrez après dans le livre. Mais dans tous les cas, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnages qui vont être quelque peu interrogés d'une certaine manière, ou quelque peu que vous allez tenter de suivre et de comprendre. Alors, parmi les personnages que vous allez voir dans ce livre, ou que vous allez lire, il y a la famille Queen. Et la famille Queen a trois personnes. Il y a Jenny, Jenny qui était très amoureuse de Harry Kéber au passé, qui est dans le temps de 2008, qui a juste repris le job de sa mère. Et on a justement la mère, Tamara Queen, qui va être très très importante en 1975, ou tout du moins, elle a plein de choses qui semblent dire que Harry Kéber et Nola Kellergan ont eu une liaison. Et ensuite, vous avez Robert Queen, le père de Jenny, et aussi l'amant de le, le mari de Tamara. Et dans tout ça, ce que vous allez comprendre, c'est que cette famille est très très spéciale et très intéressante parce que Jenny était tellement amoureuse d'Harry Kéber que vous pouvez vous dire, oh, est-ce que Jenny est peut-être coupable? Est-ce que Tamara a fait quelque chose qui a entraîné les problèmes? Est-ce que Robert a fait quelque chose? Mais Robert est quelqu'un qui semble avoir très très peur de sa femme et qui est toujours quelque peu comment je pourrais dire ça, pas diminué, mais sa femme a une tendance à être très négative avec sa famille. Et donc vous voyez que Robert se fait tout le temps lyncher par sa femme. Donc ça, c'est une partie de l'histoire qui peut être intéressante à voir et qui actuellement est un petit peu plus développée vers la fin du livre. Donc c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez des policiers dans l'histoire. L'un d'entre eux est un shérif, le shérif Gallowwood. J'ai du mal à prononcer son nom, même si c'est un nom anglais. Gallowwood, qui va détester Marcus Goldman au début, mais petit à petit semble travailler avec lui à découvrir un peu plus sur l'enquête, ce qui est plutôt cool. Vous allez comprendre un petit peu plus tout cela en lisant le livre. Et dans le passé, vous avez d'autres personnes dont je me rappelle plus les noms, mais il y a deux policiers, il y a le chef de la police, qui est celui qui actuellement était supposé trouver, qui était en charge de l'affaire Nola Kellergan. Et vous avez Travis, si je me trompe pas, qui va devenir le futur mari de Jenny. Donc ça, c'est d'autres personnes de l'histoire. Et un peu plus tard dans l'histoire, et c'est peut-être un petit peu un spoil d'une certaine manière, il y a deux autres personnages qui apparaissent. Un qui est une personne très très riche, et l'autre qui est Luther, qui est une sorte d'assistant à la personne très riche, dont je me rappelle plus le nom, Elijah, je crois, Elijah Stern ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et Luther Caleb est actuellement un personnage qui est nécessairement important. Je ne vais pas en dire plus, puisque sinon ça va vous donner quelques indices peut-être sur l'histoire si vous ne l'avez pas encore fini. Et tout ceci forme ce livre. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec ce livre. C'est les mouvements entre le passé et le présent, l'enquête qui avance petit à petit, mais en même temps qui revient en arrière et de temps en temps qui se trouve un petit peu oublié pour pouvoir parler des personnages principaux. Et ça rend l'histoire intéressante puisque ça vous donne envie de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la vie de ces personnages. Un truc cependant qui peut être agaçant, c'est que parfois, certains chapitres semblent être un petit peu longuets à cause de ça.
Des fois, vous voulez, oh mon Dieu, mais arrête de faire des fins de chapitre avec super grands rebondissements que tu peux pas, et ensuite que tu es obligé de lire un prochain chapitre pour en apprendre un petit peu plus par rapport à ce rebondissement, puisque ça arrive assez souvent dans ce livre, à mon goût. Et ça peut être une bonne chose, puisque ça vous donne envie de continuer de lire, mais en même temps, de temps en temps, c'est un petit peu énervant parce que vous vous dites, ok, il y a toujours quelque chose qui finit, qui, qui te donne pas vraiment la fin d'un chapitre, mais qui te dit, oh, on est comme dans une série télé, on va faire en sorte que tu as un grand cliffhanger, comme ça tu peux revenir soudainement dans l'histoire. Et je sais pas, j'ai des réserves par rapport à ça. Puisque quand vous y pensez, les livres romans policiers ou thrillers quelque peu, quand vous prenez quelqu'un comme Agatha Christie, ce que j'adore avec Agatha Christie, c'est que tout est expliqué du début jusqu'à la fin. Il y a des indices partout. Alors qu'ici, il n'y a pas des indices partout. Et je vais vous dire la vérité, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, mais quel dommage, il y a certains indices qui auraient pu être placés un peu partout dans l'histoire, et au lieu de ça, vous avez une sorte de super étrange indice qui apparaît pendant l'histoire, qui est lié à Nola, mais qui n'est pas nécessairement, qui est super bien développé à la fin de l'histoire, mais qui n'est pas développé du tout au début. Et ça, c'est embêtant. Je trouve ça embêtant parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent de commencer dès le début par rapport à ça. Et ce que je n'aime pas avec cela, c'est que c'était presque une fausse piste. Donc Joel Dicker a fait ce qu'on appelle en anglais on appelle ça un red herring, une fausse piste, pour pouvoir être sûr que vous n'allez pas nécessairement comprendre qui est responsable de la mort de Nola Kellergan. Et c'est à peu près tout que j'aime de ce dont je voulais parler dans ce livre. Comme je l'ai dit en général, je l'ai bien aimé, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. J'ai apprécié en apprendre plus sur les personnages. De temps en temps, certains moments m'ont quelque peu choqué, pas nécessairement choqué, mais les révélations sont très stupéfiantes. Et c'est ce qu'on attend d'un thriller, d'une certaine manière. Ceci dit, j'apprécie qu'il y ait des moments de vraie vie, particulièrement avec Marcus Goldman, ou de temps en temps avec Harry Kéber, en dépit du fait que parfois ça joue un petit peu sur le longuet et parfois c'est aussi, je dirais que parfois c'est aussi, ça tente de vraiment vous faire dire, oh, il y aura un gros indice ici, 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 ici. Vous savez, c'est comme dans les sites web où il y a des super gros boutons qui te rentrent dedans. Et ben, ce livre est un peu pareil. Mais c'est bien écrit, c'est simple à lire, c'est amusant et intéressant, ça vous donne envie de revenir. Donc d'un côté, je pense que le job est bien fait. Et je veux dire que et j'ai envie de dire que Joël Dicker est quelqu'un que probablement je vais tenter de relire, de lire un autre livre. J'ai presque envie de regarder la série télé qui a été faite sur ce livre, mais il faut que j'essaye de la trouver en anglais, comme ça je peux la regarder avec d'autres personnes ici aux États-Unis. Donc voilà. Donc mes félicitations à Joël Dicker pour ce livre puisque je pense qu'il est quand même bon et je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a pris beaucoup de temps de le faire, puisque je l'ai reçu très très tôt. C'est un cadeau qui m'a été offert par des amis en France, alors que j'étais aux États-Unis. J'ai commencé à lire au moins 5 chapitres, et après j'ai complètement arrêté pendant presque 5-6 ans, ou quelque chose comme ça, et je l'ai enfin fini maintenant. J'ai recommencé depuis le début. Je pouvais pas commencer en plein milieu de quelque chose, c'était impossible. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, avant que je finisse cette vidéo à vie, je vais parler de la fin du livre. Comme ça, on peut un petit peu discuter de certains spoilers. Euh, donc, premièrement, dans les spoilers,
une chose qui est très importante, c'est que vous allez découvrir que Nola Kellergan a une double personnalité. Vous allez voir que de temps en temps, dans l'histoire, vous comprenez qu'elle a une double personnalité. Elle est un petit peu bipolaire. Je pense que c'est ça, bipolaire. Qu'importe, j'espère que je me trompe pas de mots et je m'en excuse si c'est le cas. Mais Nola a vécu une tragédie en Alabama. Et cette tragédie est d'avoir vu sa mère mourir dans un feu. Et à cause de ça, elle a créé une personnalité de sa mère dans son propre corps. Et c'est quelque chose que vous allez comprendre très très tardivement dans l'histoire. Et quand je dis très tardivement, c'est très tardivement. Et c'est pour ça que c'est un petit peu énervant, puisque je trouve que c'est ce gros indice qui est quelque peu caché, mais pas nécessairement caché au début, mais plutôt vers le milieu du livre, ou vers la fin du livre. Et c'est dommage, c'est dommage. Je pense que ça aurait pu venir plus tôt, je pense que ça aurait pu être développé même un petit peu plus. Alors que la seule chose qui se passe, c'est Marcus apparemment a perdu une cassette qui aurait pu aider à comprendre ça. Et comme il a perdu la cassette et que vous dépendez de Marcus Goldman dans la narration du livre, malheureusement, vous perdez cette information. Donc comme lui, vous êtes stupéfait au moment où vous allez comprendre la vérité. C'est un peu ce que j'appelle un cheap trick. Désolé, j'ai mis deux mots en anglais ici, mais je pense que c'est pas quelque chose que je verrai dans un Agatha Christie. Je pense que du genre Agatha Christie aurait fait quelque chose de beaucoup plus visible. C'est un peu plus à la Sherlock Holmes. Et c'est pour ça que par ailleurs je déteste Sherlock. Je sais pas que je déteste, que je n'aime pas Sherlock Holmes. J'ai été très très déçu par Sherlock Holmes à cause de ce genre de fausse mise en scène d'une certaine manière dans le livre. L'autre chose que je voulais dire, c'est que Luther Caleb est actuellement pas coupable de la mort de Nola Kellergan. Et ça, c'est quelque chose qui, au début du livre, pas début, milieu du livre, il semble que tout le monde pense que Luther est celui qui a tué Nola, mais ce n'est pas le cas du tout. Et je pense que ça a été plutôt bien fait. J'ai beaucoup apprécié le fait que Les Origines du Mal, qui est le livre que apparemment Harry Kéber a écrit, a actuellement été écrit par Luther. Et ça, c'était un autre de ces gros rentre-dedans du genre ces gros rentre-dedans. Oh, voici une nouvelle preuve qui est super importante dont vous n'avez pas pu avoir quoi que ce soit de dit jusqu'à la fin du livre. C'est un petit peu embêtant que ce soit tard, mais je pense que ça a beaucoup aidé pour la scène de fin. La scène de fin, désolé, je dirais l'un des derniers chapitres, où basiquement vous allez lire par rapport à Nola et Luther, le point de vue de Nola et Luther, juste avant leur mort. Puisque Luther est quelqu'un qui a aussi été tué. Et enfin, la troisième chose dont je voulais parler, c'est Harry Kéber lui-même. Harry Kéber n'est pas un auteur. Il n'est pas un auteur. La preuve, il a juste pris le livre de quelqu'un, Les Origines du Mal, le livre de Luther, et il a juste mis son nom dessus et il est devenu célèbre par rapport à ça. Donc au final, tout ce que vous avez appris d'Harry Kéber, c'est bidon. C'est bidon. Et c'est pour ça que je trouve ça très très malin de la part de Joël Dicker qu'il a mis toutes ces règles. Parce que le plus tu mets toutes ces règles, le plus tu vas pouvoir faire croire aux gens que Harry Kéber, c'est un dieu de l'écriture. C'est quelqu'un qu'il faut absolument suivre parce il sait ce qu'il fait. Mais la réalité, c'est qu'il sait pas du tout ce qu'il fait. Donc au final, Marcus Goldman s'est fait embobiner par son prof. Mais d'un autre côté, Marcus Goldman est aussi quelqu'un qui essayait d'embobiner les gens à l'époque. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un certain parallélisme que j'apprécie dans ce livre.
Et c'est marrant que Marcus Goldman, au final, va faire 2 livres par rapport à l'affaire d'Harry Kéber. Un qui est sorti de manière prématurée parce que lui et Gaal Wood pensaient qu'ils avaient fini l'enquête, mais ils ont oublié la mère de Nola Kellergan à ce moment-là. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu stupide, n'empêche, la façon dont ça a été mis en place pour dire oh ok, bah on va créer un deuxième livre, et ce livre va être en sens inverse, et c'est principalement ce que Joël Dicker nous fait lire. C'est le 2e livre de Marcus Goldman. Et ça, je trouve ça intelligent. Je trouve ça particulièrement intelligent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au livre de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'espère que vous apprécierez ma petite vidéo avis. C'est plus un podcast d'une certaine manière. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire sur ce livre. Et il y a plein de choses que j'ai malheureusement un petit peu oubliées puisque je devais faire cette vidéo pour si longtemps. Je devais faire ça il y a au moins 1 ou 2 mois quand j'ai fini le livre. Mais malheureusement, j'ai été quelque peu occupé avec d'autres choses. Donc merci beaucoup pour suivre cette vidéo avis. J'espère que vous appréciez cette vidéo avis. Si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez quelque chose, quelconque d'autre sujet, oh mon dieu, d'autres sujets, ma chaîne, Toss Show, va probablement parler de plusieurs sujets dans le futur. Pour le moment, je me concentre principalement sur le jeu vidéo parce que c'est ma plus grande passion. Mais éventuellement, j'aimerais faire musique, film, cinéma, euh, livres comme je le fais maintenant, et etc., etc. Et je vais essayer de faire quelques vidéos de jeux vidéo en français aussi, où je vais parler en français. Donc merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo avis. Je sais que c'est un petit peu cru et que je fais beaucoup d'hésitation dans ma voix, mais j'espère que ça a été, et j'ai été super content d'enfin parler en français. Ça fait tellement longtemps que j'aimerais parler en français de manière quelque peu intelligente d'une certaine manière. À bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, qu'importe quand vous regardez cette émission, et à plus. Bye bye.